Bonjour. Cette vidéo est entièrement consacrée aux directions principales du tenseur de contrainte. Nous allons développer le cours qui est appuyé par des exemples d'application pour mieux assimiler ce cours. Le contenu de cette vidéo, on va d'abord définir les contraintes principales et les directions principales, quoi qu'on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Ensuite, on s'étalera sur la méthodologie de détermination des directions principales. On détaillera ensuite le calcul des directions principales, suivi des exemples d'application. Et enfin, on détermine la base principale qui est constituée des directions principales. Tout d'abord, on va revenir pour faire un petit rappel ce qu'on a fait la dernière fois. Le tenseur de contrainte est représenté par une matrice. Une matrice qui est exprimée dans une base, par exemple E1, E2, E3. Donc vous avez la base E1, E2, E3. Cette matrice, on peut la schématiser en coordonnées cartésiennes par un cube élémentaire, c'est-à-dire de dimension infinitésimale, et sur chacune des facettes, on représente les composantes du tenseur de contrainte. Alors, compte tenu que le tenseur de contrainte est symétrique, il existe toujours une base qu'on appelle base principale et qu'on note par E'1, E'2, E'3 avec des chiffres romains, et pour laquelle le tenseur de contrainte, il est présenté sous forme d'une matrice diagonale. Donc voilà les vecteurs unitaires de la base. Et voici notre base principale, E'1, E'2 et E'3. Donc si on reprend le cube élémentaire qu'on a considéré, donc dans ce cube-là, il est orienté suivant les normales. Chacune des facettes représentée par une normale qui coïncide avec les vecteurs unitaires de la base. Si on prend cette facette, elle aura pour normale E'1. C'est sigma 1. Voilà, sigma 1, E'1. Sigma 2, E'2. Donc l'autre facette, celle-ci, où il n'y a que la contrainte normale qui est appliquée. De toute façon, sur les trois facettes, il n'y a que la composante normale du vecteur contrainte qui est appliquée par définition de la matrice diagonale et des contraintes principales. Il est de même pour cette face qui a pour normale E'3. Donc ça, c'est un des rappels de la dernière vidéo qu'on a vue. Donc les trois facettes, dont les normales sont les vecteurs unitaires de la base, ne subissent aucun cisaillement et sont donc en traction ou en compression. Donc vous voyez que si on reprend la matrice, donc on n'a que les éléments de la diagonale, et les éléments diagonales représentent uniquement les composantes normales. Donc sur la face, cette face-là, on n'a que sigma 1, c'est la contrainte normale. Donc, elle est associée. Pourquoi? Elle est associée à la facette de normale E'1. Cette facette
la composante du vecteur contrainte qui est non nulle, c'est sigma 2, c'est-à-dire la contrainte normale. Sigma 2. Les autres composantes sont nulles. Donc, sigma 2 est associé à E2'. Pour la troisième facette, la composante normale qui agit sur cette facette, c'est sigma 3. Pourquoi cette facette? Tout simplement parce que sa normale, c'est E'3. E'3. Donc, ça, c'est la base principale. Alors, le problème de détermination des vecteurs unitaires de cette base, les vecteurs unitaires de cette base sont appelés des directions principales et on va les exprimer dans la base, dans une base donnée. Par exemple, la base E', E1, E2, E3. Donc, il est nécessaire de caractériser l'orientation de la base. L'orientation de cette base est donnée par les vecteurs E'1, E'2, E'3 et qu'on doit exprimer dans la base ici qui est représentée en bleu. Donc, c'est toujours un rappel. Donc, les contraintes sigma 1, sigma 2, sigma 3 sont appelées contraintes principales. Et les vecteurs unitaires de la base E'1, E'2, E'3, chiffre romain, de la base principale sont appelés directions principales. La détermination des directions principales s'opère selon que les contraintes principales soient distinctes ou pas. On verra, hein, quand elles sont distinctes, comment on détermine la direction principale associée, et si elles ne le sont pas, comment on va le faire aussi. Alors, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, les trois contraintes principales sont distinctes. Alors, si les trois contraintes principales sont distinctes, c'est-à-dire sigma 1 différent de sigma 2 différent de sigma 3. Alors, dans ce cas-là, les trois directions principales qui sont associées sont aussi distinctes. E'1 associé à sigma 1, E'2 associé à sigma 2 et E'3 associé à sigma 3. Elles sont distinctes. Donc, vous voyez ici, on a représenté les directions principales qui forment la base. Donc, elles sont, dans ce cas, elles sont distinctes. Deuxième cas de figure. Deux contraintes principales sont égales. Si deux contraintes principales sont égales. Donc, si deux contraintes principales sont égales, ça veut dire qu'il y a une contrainte principale qui est distincte. Donc, on doit déterminer la direction E1 associée à la racine simple. Hein? Elle est distincte dans ce cas-là. Et ensuite, on va déterminer les deux autres qui sont associés à la même racine, à la racine double, c'est-à-dire à la contrainte qui est aux deux contraintes qui sont d'égale valeur. Voilà, par exemple, dans ce cas-là, on a sigma 1 qui est distincte et sigma 2 est égal à sigma 3. C'est la même contrainte. Donc, on va déterminer d'abord la contrainte, la direction qui est associée à sigma 1, puisqu'elle est distincte, et on va
déterminer ensuite les deux directions E'2 et E'3 qui sont associées à la même contrainte principale sigma 2. Donc, on a là E'1, on verra tout à l'heure comment on le détermine, qui est associé à sigma 1, c'est ce vecteur. Les deux autres vecteurs sont contenus dans le plan de normal E'1. C'est-à-dire qu'on aura une infinité de couples E'2, E'3 qui sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'elles sont orthogonales entre eux, et qui sont contenus dans le plan. Donc, on a une infinité de couples qui répondent à cette condition-là. Donc, tout vecteur, tout couple de vecteurs qui est déduit par une rotation autour de E1 et direction principale associée à sigma 2. Donc ici, sigma 2 va nous donner deux vecteurs. Ça veut dire que je peux, je vais expliquer c'est-à-dire que je peux prendre, par exemple, par une rotation autour de 1, un autre vecteur E', et un autre vecteur E'3. Pourquoi? Parce qu'ils sont contenus, donc j'ai une infinité de vecteurs qui sont contenus dans un plan perpendiculaire à E'1. On verra tout à l'heure comment on va le calculer, et on va faire un exemple d'application sur ce cas-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si une contrainte principale est distincte, on lui associe une direction principale distincte. Si vous avez deux contraintes qui sont égales, donc de cette contrainte, puisqu'il y a la même, on découle un couple de vecteurs qui sont orthogonaux entre eux et qui sont contenus dans le plan, ils appartiennent au plan de normal E'1. Bien sûr, E'2 est orthogonal à E'3. Donc ici, on aura des choix à faire sur ces directions principales. On va déterminer par exemple une par un produit scalaire, E1, E2. Ensuite, on va déterminer la troisième en faisant le produit vectoriel E1, E2. Et on verra ça par la suite. Alors, la méthodologie qui consiste à déterminer les contraintes principales est la suivante. Donc, pour déterminer les directions principales associées à chacune des contraintes principales, on procède de la façon suivante. Donc, vous avez le cube élémentaire qui représente le tenseur de contraintes.
dans la base principale et on a sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc, il suffit de déterminer la direction qui passe par le vecteur sigma 3, par exemple. La direction qui passe par sigma 2 et la direction qui passe par sigma 1. Donc, je dis bien une direction. Donc, on doit rechercher le sous-espace vectoriel E lambda, sous-espace vectoriel. Quoi lambda? Lambda, je vous rappelle que lambda est la valeur propre. Donc, ici, on a 3 valeurs propres. Et ces valeurs propres sont égales aux contraintes principales sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Donc, on a E lambda 1, E lambda 2 et E lambda 3. Donc, E lambda 1 associé à sigma 1, E lambda 2 associé à sigma 2 et E lambda 3 associé à sigma 3. Donc, c'est un sous-espace propre, c'est-à-dire qu'il est constitué d'une infinité de vecteurs qui sont portés par la droite, qui passe par le vecteur contrainte appliqué sur chacune des faces. Donc, on va d'abord voir, je donnerai la définition tout à l'heure de l'espace propre et comment on verra comment le déterminer. Ensuite, connaissons le sous-espace propre. Sous-espace parce que pour chacun, il y a un sous-espace et les 3 sous-espaces vont former l'espace de la base principale. Donc, si je connais cette droite, ben, on va extraire de chacun des sous-espaces propres E lambda le vecteur V, un vecteur qui sera porté par cette droite. Donc, on appelle ça le vecteur propre. Donc, tout vecteur, quelle que soit sa norme, qui est porté par cette droite est un vecteur propre. Donc, on a une infinité de vecteurs propres qui est associé à un sous-espace propre. Ensuite, on va déterminer le vecteur unitaire E qui appartient à chacun des sous-espaces propres. Donc, il suffit de procéder ainsi. On va prendre un vecteur propre V et on va le diviser par sa norme. On aura le vecteur unitaire. Donc, remarque que le vecteur E, c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire c'est un vecteur propre dont la norme est égale à 1. On peut remarquer la chose suivante, c'est que je peux prendre aussi le vecteur V et le vecteur E, c'est-à-dire le vecteur propre et le vecteur unitaire E, je peux les prendre dans le sens opposé. Donc, on a 2 sens ici pour chacune des droites. Le vecteur E unitaire est appelé direction principale. Et c'est cette direction principale que nous allons chercher. Pour chercher la direction principale, on détermine d'abord le sous-espace propre, ensuite un vecteur propre, je dis bien un vecteur parce qu'il y a une infinité de vecteurs propres, et du vecteur propre, on déduit la direction principale qui est donnée par le vecteur unitaire E. Donc voilà pour expliquer, donc on va le faire
pour les trois directions. Pour la direction associée à sigma 1, on aura un sous-espace E lambda 1. Pour la direction sigma 2, on aura le sous-espace E lambda 2. Et pour la direction associée à sigma 3, on aura le sous-espace propre E lambda 3 associé à la contrainte principale, donc il y a une seule contrainte principale pour chacune, contrainte principale, sigma 3. Bon, un petit rappel de mathématiques maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle un sous-espace propre? On note le sous-espace propre E lambda, c'est-à-dire les sous-espaces propres associés à la valeur propre lambda. C'est le cœur, c'est-à-dire c'est le noyau de sigma, le tenseur de contrainte, moins la valeur propre que multiplie la matrice identité. Donc, puisque sigma est de taille 3, donc on prend la matrice identité de taille 3. Cela veut dire quoi? Ceci veut dire qu'il existe un vecteur x de R3, c'est-à-dire qui appartient à R3, tel que le vecteur x, il est composé il a les composantes ou les coordonnées x, y, z, qui sont des réels. X est réel, y est réel et z est réel. C'est pour ça qu'on est R3. Qui appartient à cet espace, sous-espace propre. Cela sous-entend aussi que le vecteur x appartient au noyau ker, le noyau de sigma moins lambda par la matrice identité. Donc si, pour vérifier ça, on va multiplier sigma moins lambda identité, produit contracté avec x. Et on va le distribuer. Alors, on retrouve la relation sigma, produit contracté de sigma par x, moins lambda x égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x appartient au sous-espace propre, il faut que le produit de sigma par x, il doit être égal à lambda par x. Donc, on doit avoir x, c'est l'inconnu, lambda, le tenseur de contrainte, on le connaît dans la base de données, et lambda, c'est la valeur propre qu'on a déterminée, ce qui correspond aux contraintes principales. Et en écrivant cette relation matricielle qu'on va développer, on va déterminer le vecteur x qui est ici inconnu. Donc, on va développer cette relation, sigma moins lambda par l'identité égale à 0. Donc, on va l'écrire cette équation. Si on a 3 racines, on va l'écrire 3 fois. Et pour chaque racine, on détermine le vecteur x. C'est ça qui est inconnu. Le sigma moins lambda identité, c'est-à-dire je prends la matrice sigma et je soustrais le scalaire lambda par la matrice identité. Donc, il n'y a que les éléments de la diagonale. Je vais leur soustraire sigma. Les autres composantes de la matrice restent inchangées. Et que je multiplie par les composantes du vecteur x. Les composantes ou les coordonnées de x sont x, y, z égale à 0. Ensuite, cette équation matricielle, elle aboutit à 3 équations scalaires dont les inconnus sont x, y, z.
Donc, c'est ça la base, si vous voulez, de ce calcul. Donc, c'est ce système d'équations. Pour lequel nous devons déterminer les coordonnées de x. X, y et z. Sachant que x, y, z appartiennent au nombre réel. Donc, c'est des réels. Donc, en manipulant ces trois équations, on aboutit au résultat. Le résultat, on va trouver, si on fixe x, par exemple, on va trouver y en fonction de x, z en fonction de x, ou il est de même, si on fixe y ou z, on va trouver les autres coordonnées en fonction d'une coordonnée. Détermination des directions principales. Donc, en effectuant des opérations simples, on résout le système d'équations, des trois équations scalaires précédentes, pour chacune des valeurs propres. On distingue deux types de solutions. Alors, le premier cas, les trois contraintes principales sont distinctes. Si elles sont distinctes, le vecteur x, grand X, peut se présenter sous forme d'une droite vectorielle. Une droite vectorielle, c'est une droite vectorielle. C'est-à-dire ça donne on aboutit à une droite, et sur cette droite-là, on prend le vecteur x. C'est pour ça que ce vecteur x peut être de norme quelconque. C'est-à-dire, la norme de ce vecteur sera quelconque. Il peut être dans ce sens ou dans le sens opposé. On sait que x, qu'est-ce qu'il a pour composante? Composante pour x, y et z. Pardon. C'est les composantes. C'est les composantes du vecteur x, y et z. Et c'est ça les inconnus. Donc, on résout ce système d'équations et on aboutit au... On va d'abord gommer ce qu'on a écrit. On aboutit à la chose suivante. Soit le vecteur x, je le représente en fonction de x, en fonction de y, ou en fonction de z. On verra tout à l'heure avec les exemples. Donc, où A et B sont identifiés. Donc ça, c'est x. Donc on aura l'un des deux, qui dépend de la résolution. Donc ça veut dire quoi? Ici, j'exprime y en fonction de x et z en fonction de x. J'aurai tout en fonction de x. Et comme x est un réel, bah, voilà, petit x c'est un réel, le vecteur grand X, il peut avoir des normes, il peut être de normes différentes. Comme il peut être, X peut avoir aussi de sources différentes. Il est de même pour si on le représente en fonction de Y et en fonction de Z. Alors, connaissant X, on extrait de chacun des sous-espaces, parce que c'est ça le sous-espace vectoriel. Ce n'est pas un vecteur, c'est une infinité de vecteurs. Une infinité de vecteurs. N'est-ce pas? Un vecteur propre. Il n'y a pas... Il y a des vecteurs propres. On va extraire un vecteur propre. Supposons que j'ai X, donc je vais dire que ça, c'est le vecteur V, ce vecteur-là, ou ce vecteur-là, c'est un vecteur propre. Et ce n'est pas le vecteur propre. Il y a une infinité de vecteurs. En tenant compte que X, Y et Z sont des nombres réels.
Donc, si ce sont des nombres réels, ça veut dire qu'ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais extraire le vecteur V. Donc, je prends les composantes, les coordonnées 1, ici, par exemple, quand c'est X, 1, A, B, et je vais mettre le signe. Ou, par exemple, c'est Y, dans ce cas-là, voilà, vous avez ça. Et dans ce cas-là, vous avez ça. Donc, c'est la résolution du système d'équations scalaires qui va nous donner l'espace, le sous-espace propre. Ensuite, le vecteur propre. Et du vecteur propre, on extrait aussi les directions principales associées. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va diviser le vecteur V par sa norme. Donc, dans le premier cas, on va prendre les composantes et diviser par la norme. C'est-à-dire ici, j'ai 1, A, B, ça sera 1 au carré, plus A au carré, plus B au carré. Donc, ça, c'est si on exprime ça en fonction de X, en fonction de Y et en fonction de Z. On verra ça à des exemples. Ça sera plus compréhensible quand on va étudier l'exemple de tout à l'heure. Alors, les coefficients ABC, D, E, F sont déterminés à partir du système formé par les trois équations scalaires définies précédemment. Supposons, par exemple, on aboutit à la solution suivante. Par exemple, on va résoudre, on trouve que X, c'est moins 5Y, Y, c'est Y, et Z égale à 0. Donc, je peux exprimer tout en fonction de Y. Le vecteur X, ce sera Y, je peux factoriser, moins 5, 1, 0. Donc, ça, c'est le sous-espace vecteur. J'extrais le vecteur propre et je mets le signe, plus ou moins, parce que c'est une droite, donc il y a deux directions. Et du vecteur propre, j'extrais la direction principale ou le vecteur unitaire E1. Vous voyez ici, dans ce cas, j'ai moins 5, 1, 0, donc je prends moins 5, 1, 0, et que je divise par la norme, c'est-à-dire c'est 5 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré, donc ça va donner 1 plus 25, ça donne 26 avec le plus ou moins. Voyons maintenant un exemple pour mieux comprendre. Cet exemple, on l'a traité la dernière fois pour déterminer les contraintes principales. On vous a donné déjà cette matrice. On a un point M est relativement une base R. Le tenseur de contraintes est comme ci. Donc, vous avez ce tenseur de contraintes. Dans la précédente vidéo, on a demandé de calculer les contraintes principales. Donc, on a déjà déterminé les contraintes principales. Maintenant, on cherche à calculer les directions principales du tenseur de contraintes. Alors, au préalable, avant de déterminer les directions principales, on doit d'abord déterminer les contraintes principales. Le tenseur, il est donné. On a déterminé les contraintes principales. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a trouvé 0, 10 et moins 4. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous le conseille de le faire. Donc, ces trois contraintes principales, il n'y a pas une règle pour les disposer. Seulement, il faut à chaque fois leur associer les directions principales qui correspondent. C'est-à-dire, si je prends 0 ici,
Donc, si on prend par exemple 0, 0 il est associé à E'. 10 est associé à E'. Et moins 4, il est associé à. Ben, si vous les prenez dans un ordre différent, ce ne sera pas les mêmes. Donc, c'est ces composants-là qu'on doit déterminer. On remarque la chose suivante. Donc, les contraintes principales sont distinctes, parce que là, j'ai 0, 10, moins 4. Donc, les directions principales doivent être distinctes. Donc, je vais calculer pour chacune des contraintes principales, je vais calculer la direction qui lui est associée, c'est-à-dire la direction principale qui lui est associée. Donc, on doit avoir le tenseur de contraintes. Donc, le tenseur de contraintes qui est exprimé dans la base qui est donnée. D'accord? Sigma moins lambda, l'identité, qui multiplie x égale à 0. C'est ça l'inconnu. Ça, c'est donné. Et ça, ça correspond à quoi? Valeur propre ou contrainte principale. Déjà, on doit avoir déjà ça. Donc, on va développer ce calcul. On aboutit à ce type d'équation. On a 3 équations scalaires. Les inconnues sont les composantes de x, du vecteur x. Comme ici, les racines sont distinctes, on cherche la direction principale associée à chacune des contraintes principales. Donc, racine distincte. Donc, vous avez le... On peut commencer par n'importe quel ordre des contraintes principales. Là, par exemple, je commence par lambda 1, sigma 1 égale à 0, comme je peux commencer par sigma 2 ou sigma 3. On écrit notre relation. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On soustrait à chaque fois dans le tenseur. On prend ce tenseur et on soustrait la valeur propre, c'est-à-dire la contrainte principale, uniquement sur les composants de diagonale. Donc, j'aurai 1 moins la contrainte principale, 4 moins la contrainte principale, 1 moins la contrainte principale. Voilà. On obtient un système d'équations. Voilà, le système de 3 équations. Donc, quand on arrive à un système d'équations comme ça, ben on va chercher, en combinant les 3 équations, pour éliminer une inconnue et exprimer une en fonction de l'autre. Par exemple, dans ce cas, qu'est-ce que j'observe? J'observe ici, j'ai par exemple les x. C'est une solution hein, que je propose. Mais il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire pour arriver au même résultat. Par exemple, je peux, pour éliminer y, je vais sommer la première, la deuxième, et je vais soustraire la troisième. D'accord? Voilà, par exemple. Je fais 1 plus 2 moins 3. J'aurai x plus 2x moins 3x, 0. 2y plus 4y moins 6y, 0. Et là, j'ai 3z plus 6z moins z, moins 8z. Donc, je trouve 8z égale à 0, ça veut dire que z est égal à 0. Voilà une équation. Une inconnue que j'ai déterminée. Une fois qu'on trouvait une inconnue, ben, je cherche l'autre en fonction de, par exemple, x en fonction de y, ou y en fonction de x. Je prends, par exemple, cette relation, je l'appelle 2'. Je combine 2' dans l'équation 1. Donc, on aura x plus 2y plus 3z qui est égal à 0 égale à 0. Donc, x
est égal à 2y. Donc, on cherche toujours d'abord le sous-espace. Donc, j'appelle le vecteur x1 qui est associé à sigma 1. Donc, j'exprime en fonction de y. Y, vous avez la composante moins 2. Pourquoi moins 2? J'ai trouvé que x moins 2y, c'est-à-dire le vecteur x, je peux l'exprimer en fonction de y. On rappelle que quand x, il a pour composante x, y, z. Donc j'exprime tout en fonction de y. X c'est moins 2y, y est égal à 1, et z est égal à 0. Voilà. Une fois que l'espace propre est trouvé, le reste, c'est simple et c'est facile après. Parce qu'il faut, après, on extrait uniquement les composants. Voilà. Donc, V1. Ben, je peux extraire V1, c'est simple. On extrait V1. Associé, bien sûr, à V1. Je peux prendre les composants 2, 1, 0. 2, 1, 0. Et je mets plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Parce que vous avez une droite, d'accord? Vous pouvez avoir un sens comme un autre sens. D'accord? C'est ça. Et de là, on tire le vecteur unitaire. Donc, le vecteur unitaire, il suffit de reprendre ces composantes et je vais diviser par la norme de ce vecteur. La norme de ce vecteur, c'est la racine carrée de moins 2 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré. Donc, vous aurez ça. J'ai trouvé la première. Vous voyez ici, on a plus ou moins. On a à chaque fois 2. On a toujours à droite un sens et un autre. Alors, c'est ça la direction principale associée à la contrainte principale sigma. Donc, on a trouvé une. On va chercher l'autre. On va faire la même chose. Un calcul. On aboutit au système 3 équations. Je sais toujours que je vais exprimer en fonction d'une seule variable. Soit j'exprime en fonction de z, en fonction de x, en fonction de y. Or, j'observe mes équations et on va déterminer ce qu'il faut faire. Par exemple, là, je combine 2 et 3. Je combine 2 et 3. Pourquoi? Pourquoi je vois ici moins 6? Parce que là qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours avoir le réflexe de faire le minimum de calculs possible pour éviter les erreurs. J'ai moins 6 et plus 6. Ben, je vais sommer à la deuxième équation et la troisième. Comme ça, je pourrais éliminer le y. Il me reste x et z. Je trouve la relation entre x et z. Une fois que je trouve la relation entre x et z, je prends n'importe quelle équation et je vais exprimer l'autre variable. Voilà. Donc, on aura 5x plus 0, y, 6z moins 9z, ça donne moins 3z égale 0. Et je retrouve là la coordonnée z en fonction de x. Ici, donc, je vais penser à exprimer tout en fonction de x. Ensuite, on prend toujours cette relation qu'on a trouvée. Et je vais la combiner dans la première équation. Donc, ça fera 9x moins 2y plus 3. Et je remplace z en fonction de x. 5 tiers de x. On aura moins 4x plus 2y. Donc, y est égal à 2x.
Vous voyez, j'ai exprimé ici en fonction de x. Donc, grand X, il sera en fonction de quoi? En fonction de x. Donc, x c'est 1, y c'est 2, et z c'est 5 tiers. Parce qu'après le sous-espace, bah, je ne prends que le... Parce que x c'est quoi? C'est n'importe quelle valeur réelle. Donc, tous les vecteurs, tous ces vecteurs-là, qui sont multipliés par x, qui est n'importe quoi, donc on peut avoir ici des vecteurs qui sont portés par une droite et qui auront là des normes différentes. Plusieurs vecteurs. Dans ce sens ou dans le sens opposé. Donc il y a une infinité de vecteurs x. Voyons maintenant, on va extraire V2. Je vais extraire V2 pour éviter aussi des erreurs. Bah, il vaut mieux ici multiplier par 3 pour supprimer le 5 tiers. Je vais multiplier le tout par 3. On a le droit de le faire, parce que c'est n'importe quel. Tous les vecteurs, ici, c'est une infinité de vecteurs qui sont portés par la même droite. Donc, je vais multiplier par 3. Donc, j'aurai 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. Et là, j'ai 5 tiers, je vais multiplier 3, c'est 5. Et voilà, je vais tirer le vecteur V2. Vous voyez bien ici, hein, on a le droit de le faire, même si c'est pas l'essentiel, c'est d'avoir un vecteur qui sera porté par le même sous-espace vectoriel. Et ensuite, on détermine maintenant le vecteur unitaire, c'est-à-dire la direction principale qui est associée. Voilà. Donc là, je vais V. Oublier plus ou moins, parce que le x peut être positif ou négatif. On cherche la direction principale E'2. Donc, il suffit de diviser V2 par sa norme. Donc, comme j'ai 3, 6, 5, je vais prendre la norme. 3 au carré, 9, plus 6 au carré, 36, plus 25, plus 5 au carré, 25. Donc, on aura plus ou moins 1 sur 60. Voilà le vecteur. Donc, c'est la façon la plus rapide de déterminer le... Et on va le faire dans la troisième direction. C'est-à-dire pour lambda, les mêmes équations. Hein? Et ce qui varie à chaque fois, c'est lambda qui varie. Donc, vous aurez des équations différentes. En combinant les équations, comme on a fait, hein, on ne va pas trop tarder là-dessus. Donc, je trouve x3. Je tire V3. Et de V3, on déduit là la direction principale associée à sigma 3 égale à moins 4. On retrouve cette direction principale. Enfin, les trois directions principales, voilà. Voilà. J'ai retrouvé mes directions principales. Donc, celle-ci, c'est sigma 1' qui est associée à la contrainte principale 0. Bien sûr, c'est ça. Donc, ça doit être le premier vecteur. C'est là où il faut faire attention. Le premier vecteur. Cette direction principale est associée à sigma 2. Donc ça, c'est le
deuxième vecteur. Et E3', il est associé à la contrainte principale moins 4 égale à moins 4 mégapascal, qui est le troisième vecteur de la base. N'oubliez pas, les vecteurs de la base doivent être orthogonaux et dans le sens direct. E'1, E'2 et E'3. Et dans le sens direct, c'est-à-dire E1 vectoriel E2, ça donne E3. Hop, sens direct, E1, E2, d'abord, le produit scalaire, il doit être nul parce qu'ils sont orthogonaux 2 à 2. Maintenant, pour le produit vectoriel, E1, E2, ça donne E3. E'2, E'3, ça donne E1. E'3, E'1, ça donne E'2. Regardez ce sens. Très, très important. Vous voyez pourquoi il y a le signe moins, parce que je peux avoir une base, comme je peux avoir aussi une autre base pour lesquelles les vecteurs sont opposés. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le plus, là, le premier signe, il correspond au premier signe des autres. Si vous prenez le deuxième signe, moins, donc vous avez au moins deux bases. Si je prends par exemple ici, c'est 1 sur 5 moins 2, 0, 1. Là, ça sera ici le premier, avec le premier signe. Si je prends le deuxième, ça sera le deuxième signe. Il faut faire attention au signe après. Hein. Et on verra après pour les vérifications. Alors maintenant, si on a deux contraintes principales sont égales, le calcul des directions principales s'opère suivant deux méthodes. Comme je l'ai expliqué, il y a la première méthode, c'est la méthode directe, qui est basée sur les vecteurs orthogonaux. Supposons par exemple, j'ai sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 2 aussi, parce qu'elles doivent être égales. On va revenir. 2. Oui. Donc on lui associe quoi? E'1, par exemple. E'2 et E'. Celle-ci, je vais la calculer. Puisque elle est distincte. Mais les deux autres, je vais les déduire. Avec la première méthode, on va les déduire à partir de la première. Pourquoi? Parce que si je connais la première, voilà, j'ai E'. Je sais que le plan, si j'ai un plan de normal E'1. Alors, E'2,
et E'3 appartiennent à ce plan. Elles appartiennent à ce plan. Puisqu'elles appartiennent à ce plan, donc on a une... Et c'est des directions qui sont orthogonales. Puisqu'elles appartiennent à ce plan. Donc j'ai une infinité de vecteurs E'2, E'3. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un autre vecteur qui appartient à ce plan. Je l'appelle E', et je vais le calculer à partir de E'. Comment? On va faire tout simplement, donc E1, ça y est, E'1, je le connais complètement, E'2, je le connais pas. Je fais le produit scalaire. E'1, E'2 égale 0. C'est un scalaire. Et ça, c'est inconnu. Donc, je vais choisir. Ici, il y a un choix à faire. C'est un choix à faire. Un choix à faire de cet axe, de ce vecteur, de telle sorte à avoir le produit nu. Une fois que j'ai choisi ce vecteur, je peux calculer le troisième vecteur. E'3. Comment je vais le calculer? Je vais le calculer par le produit vectoriel. Je sais que E'1 vectoriel E'2, il est égal à E'3. Ça y est, j'ai déterminé mes directions principales. Ça, c'est une méthode. C'est la méthode la plus rapide. On va faire un exemple tout à l'heure pour vous montrer comment. Donc, à chaque fois que vous avez deux contraintes égales, il faut les déduire à partir du vecteur, de la direction principale pour laquelle la contrainte principale est listée. Donc là, je l'ai expliqué. Maintenant, je vais faire là. On va reprendre notre présentation, c'est-à-dire la diapositive. On va d'abord gommer tout ça. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on va en parler juste après. Juste après la présentation de cette méthode d'une manière générale. Et elle sera bien assimilée, j'espère, quand on va faire l'exemple. Alors, donc je vais récapituler ce que je viens d'expliquer. Donc, dans le cas, on calcule au préalable la direction qui est associée, principale, associée à la contrainte principale distincte. Là, je la désigne par E'. Donc, je n'ai pas l'indice, parce que peu importe la disposition de l'indice, ça peut être 1, 2, 3. Donc, on le détermine comme on l'a fait. On sait que c'est un vecteur unitaire. Ensuite, étant donné que les deux directions principales, lui, je l'appelle prime, et l'autre, je l'appelle double prime, et triple prime, les deux autres directions. Donc, j'ai prime, une direction, la deuxième, je l'appelle je la désigne par double prime, et la troisième, triple prime. Ces deux vecteurs, ils appartiennent au plan de normale E'. Donc, on choisit d'abord de calculer E de double prime ici, et qu'on va donner ses composantes.
A double prime, B double prime, C double prime. D'accord? Et on va choisir ces coefficients. De quelle manière? En faisant, puisque sont orthogonaux, le produit scalaire est égal à 0, donc je vais faire ce produit. Donc ce sera ce produit qui est donné. D'accord? Connaissant les valeurs de A', B', C', je vais choisir A 2', B 2', C 2', en fonction de telle sorte à avoir un 0. Donc ici, c'est un choix à faire. Donc, ces coefficients sont choisis de telle sorte que pour satisfaire ce produit. Ensuite, je vais revenir à ma diapositive. Voilà. 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 Une fois E de prime déterminé, je calcule la troisième direction principale qui est donnée par le produit vectoriel. Ce produit vectoriel. On va faire tout à l'heure un exemple pour mieux assimiler cette méthode. Donc ça là, la méthode directe basée sur les vecteurs orthogonaux. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de l'espace propre. C'est-à-dire c'est la même qu'on a vue tout à l'heure. On va faire un peu de mathématiques. Donc, si deux contraintes principales sont égales, l'espace propre associé à la valeur propre est de dimension 2. Il est de dimension 2. Ce qui signifie que le vecteur x se présente sous forme d'un plan vectoriel. Ici, on aura un plan vectoriel. Un plan vectoriel est défini par deux vecteurs. X, ce ne sera plus un vecteur, mais ce sera deux vecteurs, V et V'. Donc, automatiquement ou systématiquement, quand vous avez deux contraintes principales de même valeur, l'espace propre, il est formé le sous-espace propre, il est formé par deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. Ça veut dire que ce vecteur, voilà, x, il est exprimé en fonction de deux vecteurs. On va voir tout à l'heure comment, hein, parce que là, pratiquement, vous aurez les trois équations scalaires qui vont se réduire à une seule équation. Et comme c'est une seule équation, vous avez une infinité de solutions. Donc, vous ne pouvez pas avoir un seul vecteur. Donc, vous avez ici deux vecteurs. Donc, par exemple, le premier vecteur, je l'exprime en fonction de x, le deuxième en fonction de y. Ou je peux l'exprimer le premier en fonction de x, le deuxième en fonction de z, comme on peut faire le troisième, ce sera qui est en fonction de y et en fonction de z. Ça veut dire quoi? Plan vectoriel, c'est-à-dire vous avez deux vecteurs et le plan qui est défini par ces deux vecteurs, donc vous avez tous les vecteurs qui sont contenus dans ce plan sont des vecteurs solutions. Donc vous aurez ici deux vecteurs. C'est pour ça qu'on a fait. Tout à l'heure, c'était une droite vectorielle. Ici, c'est un plan vectoriel. On doit faire attention à la chose suivante. Ces deux vecteurs doivent être orthogonaux. Donc, on aura aussi, ici, c'est un choix à faire. Ces deux vecteurs doivent être orthogonaux. On va gommer un peu, ou effacer.
De la même manière que précédemment, donc on va tirer V et V', et on va tirer E et les deux directions principales à partir des vecteurs propres V et V' de la même façon. Donc c'est pour ça que des fois c'est important d'assimiler le cours, de comprendre le cours, et non pas faire des calculs. Parce que là, si vous allez faire des calculs, vous allez trouver une seule équation, c'est-à-dire le système de 3 équations scalaires se réduit à une seule équation, et on ne comprend pas comment s'en sortir. Donc si on comprend le cours, hein, donc on va justifier ce choix-là, et on comprend qu'on doit faire ici deux vecteurs et non pas un vecteur. Et on verra un exemple tout à l'heure, je vais donner un exemple, comment on choisira ces deux vecteurs. Voilà, détermination de la base principale. Une fois qu'on a déterminé les directions principales, il faut déterminer maintenant la base principale, E'1, E'2, E'3, formée par les trois vecteurs unitaires. Donc on a déterminé dans le cours tous les vecteurs unitaires qu'on a appelés, on a appelé E', E double' et E triple prime. Donc, vous avez E1 qui est donné par cette relation, E'1, E'2 et E'3. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les trois directions principales à partir, parce que là, on appelait uniquement les vecteurs unitaires. Afin d'éviter d'éventuelles erreurs de calcul, il est préconisé de vérifier ce qui suit. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Premièrement, on doit vérifier l'orthogonalité 2 à 2 entre les vecteurs de la base, les vecteurs unitaires E'1, E'2, E'3 de la base. Ceci se fait par le biais des produits scalaires. Si jamais vous calculez vos directions principales et vous allez faire le produit scalaire 2 à 2 de ces deux vecteurs, si vous retrouvez que ce produit scalaire n'est pas nul, c'est qu'il y a une erreur. Deuxième des choses, la base orthonormée E1, E'1, E'2, E'3 doit être directe. J'ai expliqué ce que c'est direct tout à l'heure. E'1, je le refais. E'2 et E'3 vecteurs. Elle doit être directe. E1 vectoriel E2, E3. E2 vectoriel E3, c'est E1. E3 vectoriel E1, c'est E2. C'est ça direct. Donc, comment on va le vérifier? On va le vérifier par le produit vectoriel. Ceci est conditionné par les relations données par les produits vectoriels suivants, et vous avez ces produits vectoriels. E1, ce produit vectoriel, donc il y en a 3, que ce soit direct. Le premier produit vectoriel, le deuxième produit vectoriel et le troisième produit vectoriel. Donc, si vous trouvez ici qu'il y a une erreur de signe, il faut corriger les signes. Donc, la première condition, c'est l'orthogonalité, et la deuxième, c'est à la fois l'orthogonalité et la base orthonormée et directe. On dit orthonormée, c'est-à-dire ortho sont orthogonaux, et normés, et les vecteurs sont unitaires. Et direct, ça veut dire quand on donne un sens E1, E2, E3, il faut ça correspond à la base
qui est formé dans l'ordre du vecteur E, du premier vecteur, ensuite du deuxième vecteur, ensuite du troisième vecteur. Voilà, maintenant on va faire un exemple. Cet exemple aussi, la même chose que l'exemple précédent, c'est qu'on l'a déjà traité, mais pour les contraintes principales. On va le faire maintenant pour les directions principales. On a un point 1 d'un milieu continu. Le tenseur de contraintes, il est donné sous cette forme-là. On vous demande de calculer les contraintes principales, les directions principales de ce tenseur de contraintes. Voilà le tenseur qu'on a donné. Ça, c'est déjà traité. On l'a fait la séance précédente. On a déterminé les contraintes principales. Donc, chacune des contraintes est associée à une direction principale. Et le problème revient à déterminer ces directions principales. C'est ça la question. Comme on le constate déjà, dès le départ, je sais qu'il y a une racine distincte, c'est-à-dire une contrainte principale distincte, et deux autres les deux autres sont égales. Donc, si je choisis de calculer mes contraintes, mes directions principales, il faut d'abord, si je considère la première méthode, la méthode des vecteurs orthogonaux, donc il suffit de calculer E'3, ensuite de déterminer deux autres. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce E'3 que je vais choisir les deux autres. Le premier par un produit scalaire et le deuxième par le produit vectorien. Donc ici, pratiquement, si j'opte pour la méthode, des vecteurs orthogonaux, donc là, je suis obligé de commencer par la racine distincte, c'est-à-dire la contrainte principale qui est différente par rapport aux autres. Donc l'équation qu'on a écrite, d'accord? Voilà. Donc on commence par à calculer la direction principale associée à la contrainte principale distincte. En l'occurrence, c'est celle qui est égale à 2 mégapascales. Donc, c'est comme exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On pose nos équations, système produit contracté, et on aboutit aux trois équations scalaires. Ces trois équations scalaires, voyons maintenant. Je prends par exemple 1, je vois Z et je vois Z. Ici, Z. Première équation, il y a Z, là il y a Z. Là, je veux éliminer le Z. Comment on va faire? On va faire la première moins la deuxième. Donc, comme ça, j'aurai une relation entre les x et y. Donc 3x, on obtient 3x moins 3x plus 3y égale à 0. Donc y égale à x. Je vais prendre y égale à x et je vais considérer n'importe quelle équation. Par exemple, je vais prendre par exemple la troisième équation et je remplace y par x. Y par x. Alors j'aurai x, y est égal à x plus x moins 2z égale à 0. Donc 2x, x plus x, c'est 2x, moins 2z égale à 0. Donc z est égal à x. Vous voyez que j'ai tout exprimé en fonction de x. Parce que j'exprime tout en fonction de donc, le vecteur x.
x3, bien, ou c'est associé à E3. x3, ben, x, y égale à x et z égale à x. Donc x, 1, 1, 1. Donc je détermine le vecteur propre, donc ça sera plus ou moins 1, 1, 1. Et de là, je tire la direction principale E'3. Donc j'aurai plus ou moins 1 sur racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, c'est 3. Et j'ai déterminé maintenant celle qui est associée à E'. Alors, comment on va faire pour la suite? On va chercher les deux autres. Ben, les deux autres, elles sont orthogonales et sont contenues dans le plan dans la normale et E'3. Je vais faire le produit scalaire. E'1, E'3. C'est un produit scalaire, donc je peux faire, c'est E'3, E'1. E'3, ça y est, je le connais. Ce vecteur, je le connais. Il est connu. Par contre, ce vecteur, il est inconnu. Et je sais que je dois choisir. Il y a une infinité de solutions. Je vais opter pour une solution. Une solution où j'ai le minimum de calcul à faire. Donc, je vais mettre ça, c'est. Et là, je vais mettre donc, A inconnu, B inconnu et C inconnu. On va choisir, très important, choisir. Ce n'est pas un calcul, mais ici, on a un choix. Alors, on choisira alors les coefficients A, B, C de telle sorte à vérifier le produit scalaire. Donc, quand on a un produit scalaire de ce type, bon, la meilleure façon de faire, c'est de prendre une qui est égale à 0, puisque j'ai 1, 1, 1. Je vais prendre une qui est égale à 0, une qui est égale à moins 1 et une qui est égale à 1, de telle sorte qu'on aura, donc vous avez un produit, un scalaire que multiplie, donc vous avez ici, donc c'est 1 sur racine 3 par ça, c'est le, comment dirais-je, le scalaire qui est en facteur, et vous aurez 1 fois moins 1, par exemple, j'aurai moins 1. Et 1 fois 1 plus 1, donc moins 1 plus 1 égale à 0. Et 1, je le trouve égal à 0. Donc, il faut faire des choix qui sont moins coûteux en temps de calcul. C'est un tel choix à faire. Voilà. Donc, 1, A égale à 1, B égale à moins 1 et C égale à 0. Donc, si A égale à 1, B égale à moins 1, ben, vous aurez, c'est 1 sur racine carrée de A au carré qui est égal à 1, B au carré qui est égal à 1, donc c'est 1 sur racine de 2. Ça c'est un, il est choisi. Il est choisi parmi une infinité de solutions. Alors, maintenant, le troisième, alors là, on n'a plus de choix maintenant. Maintenant, il faut faire le calcul. On doit calculer par un produit vectoriel. E'2, c'est E'3 par E'. Il faut faire attention, sens direct. Le premier, le deuxième, le troisième vecteur. D'accord? Ça, c'est le deuxième vecteur. C'est le deuxième, 2. Donc, je vais mettre le 3 dans ce sens. Le 3, le troisième vecteur, ça peut être par le premier vecteur. Et d'abord, on va faire le produit sans les signes, d'accord? Là, j'ai plus,
L'autre, il faut prendre le premier signe, par exemple, le premier et le premier signe du deuxième. Voilà. Et ensuite, hein, donc on va faire ce produit vectoriel. Je trouve par exemple là, c'est 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 2, donc c'est 1 sur racine de 6. Oui. Ah, voilà, la première composante, c'est 1 fois 0, 0, moins 1. Moins 1. Donc c'est 1. Le deuxième, c'est ce produit. 1 moins 0, c'est 1. Le troisième, c'est 1 que multiplie moins 1, c'est-à-dire moins 1, moins 1 que multiplie 1. Donc c'est moins 1, moins 1. Donc c'est moins 2. Voilà, et on retrouve le résultat. Quand on trouve le résultat, très important, c'est là, on trouve le résultat de ce produit, je mets le plus et le moins. Voilà comment on fait généralement. Voilà. On est arrivé maintenant à déterminer notre base qui est constituée des 3 vecteurs qui constituent les directions principales associées à chacune des contraintes principales. Et vous avez vos 3 directions principales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans cette base, le tenseur de contrainte est diagonal. Ça. Je ne sais pas si vous avez fait au maths la diagonalisation. Ici, on est sûr d'avoir toujours une matrice diagonale, tout simplement parce que le tenseur est symétrique. Quand un tenseur, du point de vue mathématique, quand un tenseur est symétrique, on arrive toujours à diagonaliser, c'est-à-dire avoir les contraintes principales. Ouais. Vous voyez ici, c'est moins 1, et là, c'est moins 1. Mais vous n'avez pas le même vecteur. Bon, on peut vérifier. Vous voyez, par exemple, si vous allez faire vérifier l'orthogonalité entre les vecteurs. Là, ce vecteur et ce vecteur. Là, c'est 1. Là, c'est moins 1. Là, c'est 0. Entre ce vecteur et ce vecteur, vous avez 1 par 1, moins 1 par 1. Et 0 par 1, c'est 0. Donc, l'orthogonalité, elle est vérifiée. Et on peut vérifier aussi comment dirais-je, que la base est directe. Et vous voyez, hein, il ne faut pas oublier les signes. Le signe, pardon. Voyons maintenant. Supposons qu'on va le faire avec la méthode de l'espace propre. La méthode de l'espace propre. Je sais, ou on sait à l'avance, puisque les contraintes sont égales, je devais trouver un plan vectoriel. Je ne sais pas quelle forme. Ça, ce n'est pas le calcul. C'est juste pour venir au cours pour expliquer. Donc, il s'agit d'une contrainte principale double. On sait à l'avance que le vecteur x se présente sous forme d'un plan vectoriel. Ça, j'ai fait le cours, j'ai compris. J'ai compris maintenant que j'ai une contrainte principale double, donc j'ai un plan vectoriel. Ça, c'est dans ma tête. Hein, ça, c'est dans la tête. Alors, on va faire la vérification quand même. Donc, on pose le tenseur de contrainte et on écrit nos équations. Comme si c'est comme si on a une racine distincte. Vous voyez, dans ce cas-là, vous aurez toujours, hein, généralement, un système d'équations où il y a une équation scalaire qui se répète. Vous voyez ici, se répète.
si j'applique cette relation, lambda moins sigma moins lambda identique par x, donc je remplace lambda par sa valeur, que multiplie x, on aura cette équation qui se répète. Et on ne peut pas trouver ici un vecteur. Donc c'est ça l'équation, une seule équation. Donc j'ai une infinité de solutions. Alors, quand on a ici une infinité de solutions, on va prendre deux vecteurs. Donc c'est un choix à faire, on va prendre le premier, deux vecteurs. Le premier vecteur, je pose z égale 0, par exemple. Donc si z égale à 0, j'ai x et y. Sachant que j'ai toujours x qui est composé de deux vecteurs. Je sais deux vecteurs. Donc le premier vecteur, c'est celui-là. Et le deuxième vecteur, c'est celui-là qu'on va développer. Donc x plus y égale 0, c'est-à-dire y égale à moins x. C'est le premier vecteur. On va l'écrire. Donc je peux écrire ici, hein, j'ai posé z égale 0, donc je mets x. Y égale à moins x, moins 1. Et z égale à 0. Z est égal à 0. Le deuxième, je prends z différent de 0. Z différent de 0. Si je mets z différent de 0. Et je mets ici 1. Donc là, j'aurai x plus y égale à moins z. Donc si x, y doit être égal à moins z. Je peux distribuer, je peux donner par exemple x c'est moins z sur 2 et y moins z sur 2. Donc j'aurai moins 1 demi, moins 1 demi. Et là j'ai obtenu mes deux vecteurs. Ça c'est juste pour vous expliquer. Donc on va l'écrire tout à l'heure dans la prochaine, dans la diapositive suivante. Voilà. Vous avez x, le premier vecteur, ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième. Donc premier vecteur, deuxième vecteur, on peut multiplier par 2 par exemple, hein, pour ne pas avoir de quotient ici, un demi. Donc je multiplie ce deuxième vecteur, je multiplie par 2, j'aurai 2, ici moins 1, moins 1. Voilà, j'ai deux vecteurs. Voici le premier vecteur, on voit bien qu'il faut qu'il soit orthogonal. Fais attention, il faut qu'il soit orthogonal. Donc là, j'ai fait, par exemple, vous avez moins 1 que multiplie, plus le produit, ici ça donne 1, donc c'est nul. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre une composante qui est nulle et annuler les autres. Voilà, on a trouvé le premier vecteur. Donc le premier vecteur, V, de V, je tire la direction principale et la deuxième direction principale. Alors, si on emploie cette méthode, on n'est pas obligé de calculer la direction principale associée à la racine distincte. D'accord? On peut commencer par le... Voilà, vous voyez bien que j'ai trouvé les deux directions principales associées à la même contrainte principale. Bon, je vais vérifier. Je fais ce produit vectoriel. E1 vectoriel E2. Je vais voir si je ne trouve pas le même vecteur E3 qu'on a calculé tout à l'heure. Donc E1, E'1, E'2. Je fais ce produit. Et vous voyez ici, on trouve exactement le même vecteur. Vous voyez ici, par exemple, ici j'ai trouvé moins. Après, quand je vais mettre plus ou moins, je ne vais pas mettre plus ou moins, plus, ensuite moins. Je vais mettre moins, ensuite plus. D'accord?
Voilà, on a. Donc ça c'est plus, moins. Ça c'est plus, moins. Ça c'est, retrouver, c'est, voyez, c'est moins. J'ai retrouvé les. Donc on l'a fait pour la vérification, mais en principe on le calcule. On le calcule. C'est-à-dire qu'il quand vous optez pour, pour cette deuxième méthode, hein, il n'y a pas un ordre de calcul des déformations principales, mais on peut le faire dans un ordre différent. Vous voyez, ici c'est, voilà, c'est pour, ici pourquoi j'ai mis moins, plus. On revient. Ici j'ai moins, moins. J'ai le droit de mettre ici un moins pour laisser le plus, et là, ce sera le moins. Voilà. Et on retrouve ici notre... Vous avez cette E'1 associé, c'est la première. Hein? La deuxième direction associée aussi à la même. Et vous avez la troisième qui est associée à. On peut faire d'autres choix, hein, parce que là, on n'a pas un seul choix. On peut, par exemple, on peut choisir un autre couple de vecteurs. Par exemple, si je prends x égale à 0, donc si je prends x égale à 0, j'ai y égale à moins z. D'accord? Pour vérifier cette équation, toujours vérifier. Et pour le second, je prends x différent de 0. J'aurai, ça aussi c'est un choix à faire. Je peux distribuer, mais différemment. Donc pour éviter les calculs, je prends y égale à z. Et on retrouve un autre choix de vecteurs. Si vous remarquez, si je fais le produit vectoriel de ces deux-là, E'1, E'2, je vais retrouver le même vecteur E'3. Parce que ce vecteur, il est distinct. Ce vecteur est distinct. C'est-à-dire qu'il est unique, bien sûr, avec le signe plus ou moins. Alors que les deux autres appartiennent à un plan, donc c'est un choix à faire. Voilà, sur ce se termine cette vidéo. J'espère que j'étais un peu clair. C'est un peu compliqué d'expliquer les déformations, plutôt les directions principales. Donc la prochaine vidéo, on va passer directement au changement de base. On va voir les règles de changement de base, ou si on change de base, comment on exprime le tenseur de contact. Sur ce, je vous dis au revoir.